Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à cette petite session de séminaire sur les joints d'étanchéité de la part du groupe Sealing Solutions. Mon nom est Robert Weber. On va essayer de passer quelques temps ensemble, de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, vous aider un petit peu à comprendre le pourquoi des styles, des matériaux, etc. Alors, bienvenue, puis on va partir ça. Donc, on va définir un joint. Une définition de joint, c'est quoi un joint d'étanchéité? Il y en a des ronds, il y en a des carrés, il y en a des bleus, il y en a des jaunes, il y en a de toutes sortes. Ça fait quoi un joint d'étanchéité? Il y a une définition que j'aime bien. C'est un dispositif utilisé pour empêcher le passage d'un fluide, qu'il soit gaz, liquide ou solide entre deux surfaces. Donc, ça sert de barrière. Et quand on parle de fluide, on va concentrer une partie de notre formation, ou la majeure partie, dirais-je, sur l'hydraulique et le pneumatique. Et l'hydraulique et le pneumatique, c'est de l'air ou c'est des fluides, généralement de l'huile, mais des fois ça peut être de l'eau ou d'autres fluides équivalents. Cette industrie-là de l'hydraulique et du pneumatique, ça s'appelle l'énergie fluide. Alors, quand on parle de fluide, c'est un peu un grand terme. On inclut aussi les solides parce que souvent, dans les liquides, il y a un transport de solides qui peut être de la poussière, des saletés, du mâche-fer ou des saletés externes de l'unité qu'on essaie d'étancher. Alors, c'est ça que c'est. Vous le voyez partout, vos joints d'étanchéité. Quand vous ouvrez une portière d'auto, vous voyez que vous avez un joint de caoutchouc. Quand vous cuisez des choses à la vapeur à la maison, sur le Presto, il y a un joint de caoutchouc. Et bien sûr, dans la machinerie lourde, que ce soit hydraulique, mécanique, etc., quand on veut séparer des fluides, on se sert d'un joint d'étanchéité. Donc, on en a de toutes les sortes. Et aujourd'hui, dans notre formation, c'est sûr qu'on va parler général un petit peu au début, et après ça, on va plutôt se tourner les yeux vers l'hydraulique et le pneumatique, qui sont quand même nos marchés phares ici. Et un petit peu pour ça qu'on a fait cette présentation. Mais quand même, on fait un petit tour, une petite tournée d'horizon sur des styles de joints assez communs. Alors, on fait un petit tour. On a des éléments de guidage qu'on voit beaucoup en hydraulique et en mécanique. C'est souvent des bandes, des bagues, des bagues en polyester, des bagues de métal avec un recouvrement intérieur en matériel à basse friction. On les a beaucoup en nylon. On fait aussi du guidage de goupilles sur des équipements lourds. C'est théoriquement, il y en a, les puristes vont nous dire que ce n'est pas des joints d'étanchéité. On se sert beaucoup d'éléments de guidage pour trapper aussi, pour faire l'emprise de contaminants qui flottent dans le système. Alors, à la rigueur, si on veut réellement jouer sur les mots, c'est un joint d'étanchéité. Ce sont d'excellents joints anti-contamination. Alors, on a des éléments de guidage. On a des joints taillés, qui est un petit peu le B à bas de l'étanchéité. Là, c'est ce qu'on appelle des choses faites en porte-pièces, faites à partir de feuilles avec des poinçons, des couteaux. On vient découper des pièces. J'aime pas descendre ça à son plus simple appareil, mais c'est pas différent que de faire des biscuits de Noël, des biscuits sablés. Avec une forme, on découpe des biscuits, et puis dans les joints taillés, on découpe des joints à partir de feuilles. Alors, c'est utilisé réellement partout, en plomberie, en automobile, en mécanique, en tout cas, vous en voyez partout. C'est une sorte de joint. On fait des joints hydrauliques et pneumatiques pour réparer du vérin. Puis c'est ça qu'on va voir ici. Des joints hydrauliques, des joints de piston, des joints de tige, des essuie-tiges, des joints racleurs. Je vous les montre ici, des verts, des jaunes, des oranges, des noirs, des formes en cuvette, des formes de segments de piston. Il y en a un peu pour tous les goûts.
Il y a des enduits d'étanchéité, des adhésifs. Là, je vous donne juste un type, ce qu'on voit souvent en bouteille, qu'on va sceller des filets. Tout le monde dit, ah, ben c'est juste pour bloquer des filets. Mais non, c'est parce que quand on bloque le filet, on étanche le passage des fluides qui peuvent se glisser à l'intérieur du filet. Alors, on a des enduits à base de téflon, on a des enduits à base d'anaérobique, etc. Alors, toute la famille des enduits et des adhésifs, c'est une autre famille. Vous avez des joints toriques, communément appelés les O-rings. Tout le monde appelle ça des O-rings, mais le bon français, c'est des joints toriques. C'est-à-dire des joints qui sont de diamètre rond et de section ronde. Alors, c'est typiquement un beigne industriel. Et ça, bien sûr, il y a des O-rings partout aussi. Vous pourrez aller défaire vos robinets de cuisine, vous pouvez aller défaire des composantes dans vos automobiles, vous pouvez aller un petit peu partout. Il y a des joints toriques. On a la tresse mécanique qui ressemble un peu à ceci, des cordes qui sont tressées, qui sont ça aussi un très très vieux type de joint, mais qui a sa place. On le voit beaucoup dans les pompes à l'eau. C'est ce type de choses, ce qu'on appelle, elle est tressée, mais souvent les gens appellent ça la tresse mécanique. Elle est mécanique parce qu'il faut qu'elle soit compressée en place. C'est, comme on dit, la vieille technologie, mais qui est très prévalente de nos jours encore. Des joints à lèvres rotatifs, là, on va tomber dans la nomenclature. En Amérique du Nord, en bon anglais, on appelle ça des oil seals. C'est des joints qui sont typiquement faits pour des arbres rotatifs. Donc, vous allez voir des différentiels, des réducteurs de vitesse, vous allez voir des moteurs électriques, vous allez voir des pompes. Partout où les arbres sont en mouvement rotatif, contrairement à l'hydraulique et le pneumatique, où les joints sont en mouvement linéaire. En bon français, internationalement, un joint à lèvres rotatif, nous on les appelle comme ça pour essayer de les fixer dans le temps. Souvent, vous allez voir la nomenclature des d'étanchéité. Alors, on se battra à un moment donné pour essayer de se comprendre entre peuples francophones. Mais voilà, ça c'est une autre de nos grandes familles. Et l'autre chose qui est réellement un produit d'importance, c'est de prendre ces composantes individuelles et en faire des trousses pour les clients. Ça veut dire que le client reçoit, c'est de l'ensachage de joints, mais le client peut commander des pièces avec un numéro de pièce et avoir toutes ces pièces dedans, un petit peu comme ce sac ici sera fourni avec un joint de tige, du guide, un joint de piston, les joints toriques en place. Alors c'est une autre des grandes familles qui est l'ensemble au complet qui est dans l'industrie de l'ensachage. Alors là, on a fait un tour d'horizon un peu sur les grandes familles. Et ici, exemple, on va donner, parce qu'on va se concentrer beaucoup sur l'hydraulique et le pneumatique, on a une section à la découpe d'un vérin. Et la spécialité des joints, c'est vous avez des joints de tête, vous avez des joints toriques, vous avez des joints de piston, du guidage, des bagues anti-refoulement, des joints racleurs, etc. Alors, ça prend des joints d'un peu toutes les formes. C'est un cas typique d'une unité qui a beaucoup de joints différents et ça explique aussi pourquoi on fait de l'ensachage. C'est pratique de pouvoir, pour exemple, une pièce d'équipement comme ça, toutes vos pièces dans la même pochette. Et dans l'hydraulique et le pneumatique, on a un tableau ici, mais on ne passera pas beaucoup de temps sur cette diapositive-là, parce qu'on en a parlé tantôt, mais on a toutes sortes de critères hydrauliques, pneumatiques sur les paramètres d'utilisation, les pressions, les chocs, les plages de température, la contamination. On regardera ça tantôt, et ça vous donne une idée qu'il y a toutes sortes de questions à se poser quand on veut faire une sélection du joint. Et pas juste remplacer la pièce par la même pièce qu'il y avait avant et qui a peut-être fait défaut. Le choix du joint. Le choix du joint, c'est très intéressant. C'est un peu une question
un équivalent du triage à l'hôpital. Quelqu'un qui s'en va à l'hôpital pour se faire soigner va certainement passer au triage et une série de questions vont s'en suivre pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on essaie de faire, puis qu'est-ce qui est la bonne solution. Exemple, quand vous allez à l'hôpital, on va certainement prendre votre température, on va prendre votre pression, on va regarder si vous êtes allergique à des médicaments, puis on va essayer de comprendre de quoi vous souffrez. C'est où que ça vous fait mal ou c'est où que ça vous fait pas mal puis que ça devrait vous faire mal. Enfin bref, alors on va regarder. On a tous ces joints-là. On veut savoir la température. Le choix de joint va varier selon la température dans laquelle c'est utilisé. Et souvent, on va dire que la température égale la chaleur. Ça, c'est vrai, mais c'est juste un envers de la médaille. L'autre côté, c'est est-ce qu'il fait froid? Ici, on est quand même dans un pays nordique où nos hivers sont rigoureux. Alors, on veut savoir à quelle température on travaille. Et je me suis amusé de sortir un petit travail qui avait été fait par un de nos fournisseurs que je vous donne ici. On était parti d'un joint comme ça et le comparer avec d'autres types de joints de la même grandeur. Donc, ils les ont placés un sur l'autre et ils ont cuit au four à une certaine température pendant un certain laps de temps. Et on a eu différents résultats. Des joints qui ont fondu, qui vont ressembler un petit peu à un gratin, un grilled cheese, et d'autres ont bien réussi l'expérience. Et ça ne veut pas dire que celui qui a fondu tout de suite était un mauvais joint, ça veut dire qu'il était peut-être très bon au froid, mais qu'il n'était peut-être pas bon au chaud. Alors c'est juste pour dire la température sur différents matériaux va avoir des effets qui peuvent être très très variables. Alors on veut savoir, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid? On veut savoir la pression. Est-ce que vous travaillez dans une pression d'air? Est-ce que vous travaillez dans une pression d'huile? Est-ce que les pressions sont hautes, élevées? Est-ce qu'on travaille à zéro pression? Est-ce qu'on travaille sous vide? Est-ce qu'on travaille où il y a des chocs? C'est quoi des chocs? Des chocs, c'est quand un équipement travaille à sa pression donnée et tout d'un coup, il devient une secousse qui peut être causée au niveau mécanique et qui vient déstabiliser le tout et qui fait augmenter les pressions de façon exponentielle pendant une très courte durée de temps. Un petit peu tout ça, on le verra tantôt. Donc, on veut savoir les pressions d'utilisation. On veut savoir le fluide, parce que pas tous les produits vont résister au même fluide de la même façon. On verra tantôt, on fera un petit aperçu des différents fluides, exemples hydrauliques qu'on va voir. Il y a des fluides à base de pétrole, il y a des fluides à base d'eau, il y a des fluides à base de polyolester, etc. Et il y a aussi des produits de nettoyage. Vous nettoyez avec quoi? Est-ce que vous nettoyez des acides? Est-ce que vous nettoyez avec des produits alcalins, des produits caustiques? Il faut regarder tout ça. On en parlera tantôt. Et l'application. Finalement, la question, c'est où mettez-vous les joints et qu'est-ce que vous attendez d'avoir comme succès avec le choix de vos joints? Est-ce que vous voulez que les joints durent 30-40 ans, comme exemple, dans une turbine hydroélectrique qu'on ne veut pas ouvrir avant la prochaine génération? Ou est-ce que vous avez des équipements à utilisation unique qui prennent un joint dedans et la durée de vie, c'est 15 minutes, puis après ça, on jette l'unité? Fait que l'application, ça peut être ça. L'application, ça peut être que vous avez des spécifications spéciales à rencontrer. Est-ce que vous travaillez dans le sanitaire? Est-ce que vous travaillez dans le médical? Est-ce que vous travaillez dans la nourriture? On a besoin de pièces qui sont aseptiques. Est-ce que vous travaillez dans des coins où il y aura de la radioactivité? Est-ce que vous allez travailler dans des coins où il y a beaucoup d'ozone dans l'air, etc.? Est-ce que vous travaillez avec des joints qui sont difficiles à installer, donc
vous allez choisir quelque chose qui est plus flexible. Est-ce que vous allez travailler dans des endroits qui sont très sales? Alors, on va avoir besoin de pièces qui seront être capables de résister à l'intrusion de saleté, d'abrasifs, de cochonneries. Alors, c'est des choses qu'on veut savoir. Donc, si on regarde ces 4 points-là, si je sais à quoi, à quelle température, si je connais mes pressions, si je sais dans quel médium je suis, puis qu'est-ce que je veux faire avec, j'ai pris une photo, un peu comme un triage, au triage d'hôpital, j'ai pris une photo de vous et de ce que vous voulez faire. Après ça, on va pouvoir commencer à appliquer des solutions à ces choses-là. J'espère que ça va jusqu'à maintenant. Point à considérer pour un choix optimal. Donc, on dit la température. Les limites supérieures et inférieures, tout en considérant les vitesses linéaires. Et pourquoi on met de considérer les vitesses linéaires? C'est parce que, bien sûr, beaucoup des pièces qui travaillent soit en linéaire ou en rotatif, qui sont dynamiques, donc sur lesquelles on applique une friction, qu'elle soit ou linéaire ou en tournant, c'est que qui dit friction dit chaleur. Alors, des fois, on peut choisir une pièce qui va tomber à l'intérieur des données du manufacturier, mais le mouvement linéaire ou rotatif est très, très rapide, dégage beaucoup plus de chaleur. On a souvent vu qu'au point de contact d'un joint d'étanchéité, on augmente en degrés Celsius, on peut facilement augmenter la température au point de contact de 20-25 degrés. Alors, si on est à la limite et qu'on a oublié de mettre comme facteur nos vitesses linéaires, ben, on a des fois des petites surprises. Même chose, pression, tenir en considération les chocs. Est-ce qu'on travaille avec des excavatrices qui vont creuser des trous et tout d'un coup, ils vont frapper un rocher qu'ils n'avaient pas vu dans le fond du trou et ça va ébranler le système? Les joints d'étanchéité, ils vont voir ça tout de suite. Un peu comme un mal de dents. Vous le savez tout de suite, là, quand ça vous élance, avant que vous ayez pris vos anti-inflammatoires, mais vous le savez tout de suite. Quand le choc de la dent qui fait mal vous réveille au plein milieu de la nuit, il y a la même chose en pression. Les joints le voient tout de suite, comme votre dent va vous le dire tout de suite. Donc, des fluides. On parle souvent des fluides. Ah oui, j'utilise une huile hydraulique, j'ai pas de problème avec ça, OK? Mais avez-vous considéré que des fois, il peut y avoir des éclaboussures d'un produit quelconque, des vapeurs ambiantes, et on n'a pas marqué là, mais est-ce que vous avez des produits de nettoyage parce que vous avez découvert que l'acide muriatique est un excellent nettoyeur pour vos composantes, mais il en reste toujours un peu quand vous assemblez vos morceaux puis les joints se font manger. Alors, les fluides, il faut vérifier ça aussi. Et l'utilisation, comme on disait tantôt, l'utilisation, est-ce que c'est des choses qui travaillent très vite? Est-ce qu'il y a des certifications? Est-ce que vous faites affaire avec le militaire? Vous devez avoir une certification militaire. Est-ce que vous travaillez dans l'alimentaire? Vous avez besoin d'une certification qui peut varier, là, qui est USP classe 6 ou NSF 61, des choses comme ça. On a des choix de profil. Comme on a vu, je reprends ma pile de joints exemple parce qu'on va parler beaucoup d'hydraulique. J'ai toutes sortes de joints différents, j'ai des matériaux différents, j'ai des formes de lèvres différentes, j'ai des formes de profils complets qui varient. Est-ce qu'on va voir aujourd'hui, puis je vais commencer tout de suite avec ça, les points à considérer pour le choix optimal de joints. Je vous ai montré un paquet de joints sur la table et la question est, c'est quoi le meilleur joint qui est sur la table? Et vous allez voir, je vais revenir possiblement souvent sur ce point-là. La réponse, c'est ça dépend. Un petit peu le pourquoi de cette formation, c'est pour dire, il y a toutes sortes de joints disponibles sur le marché, mais de ces joints disponibles sur le marché, il y en a un qui va être optimal dans sa température, sa pression, son fluide et son application. Et l'application, c'est votre utilisation, c'est vous qui savez qu'est-ce que vous essayez de faire. Alors, c'est important de savoir ces choses-là. Alors, point à considérer. Alors, nous continuons et maintenant, nous allons regarder un petit peu les limites de pression recommandées
Et je fais une parenthèse ici parce que le texte nous dit pour les composés de joints Parker. C'est sûr que le groupe Sealing Solutions est reconnu pour avoir représenté la ligne, et pour toujours représenter la ligne Parker après au-delà de 40 ans après 40 ans de succès avec la ligne. On se sert beaucoup de leurs données qui sont publiées par affinité pour le produit et par expérience. On n'essaye pas par cette diapositive de faire la promotion exclusive de leurs produits. On a juste pris de l'information qui était dans leur catalogue, on vous les montre. Ce qu'on va vous montrer, la même chose peut être faite pour n'importe quel autre manufacturier qui publie des données. Alors, ce n'est pas ici la seule référence, c'est un exemple de. Alors, les limites de pression, okay. On voit des petits pics de pression pour les composés qui sont utilisés en mode linéaire à 70 degrés, parce que 70 degrés, c'est une température assez chaude, mais encore assez moyenne dans les équipements communs qu'on trouve aujourd'hui. Ici, on a un graphique. Et le graphique, tout ce qu'il nous dit, il dit que les pressions dépendant du matériel que vous allez choisir, vous allez être capable d'aller rejoindre certaines pressions selon certaines données mécaniques qui sont les écarts avec des guides. Plus les guides sont serrés, plus vous allez être capable de résister à des hautes pressions. Puis on a ici des matériaux un peu différents. On a des élastomères, on a des polyuréthanes, on a des plastiques, des nylons, des téflons, appelés dans le bon terme des PTFE. Sont importants ces graphiques-là parce que ça vous donne un comparatif. Si vous avez des problèmes avec des joints en élastomère, ce qu'on appelle des joints en caoutchouc, qu'on va retrouver un peu dans ce coin-là, on voit que les pressions ne sont pas élevées, on voit qu'on peut faire une migration vers les joints de polyuréthane ou les joints de plastique, où les pressions sont beaucoup plus élevées. Sauf ce qu'on verra tantôt, c'est que dans la vie, vous ne pouvez pas toujours tout avoir ce que vous voulez. Alors souvent, quand je suis capable d'aller chercher des pressions plus élevées parce que les matériaux sont plus durs, bien, l'étanchéité, des fois, ce n'est pas toujours le plus dur qui est le meilleur. Des fois, j'ai besoin de la souplesse, le matériel, parce que je travaille aussi à basse pression. Alors, on essaiera de faire un petit aperçu, un petit mélange de ça. Et bien sûr, plus dur, plus mou, caoutchouc, uréthane, téflon, qui va décider? Bien, on se base sur votre application. Puis c'est pour ça qu'au début, notre triage, température, pression, fluide, application, c'est réellement important de bien saisir ces données parce que ça permet de faire un choix éclairé qui prend en considération pas juste le problème immédiat, mais le problème à long terme. Des fois, c'est une question de durée de vie, des fois, c'est une question des exceptions que vous allez avoir. Ah, on a un hiver très froid cette année, puis les joints n'ont pas résisté parce qu'on n'a pas pensé au froid. Il faut regarder un petit peu tout ça. Alors là, vous voyez qu'il y a toutes sortes de choix au niveau résistance aux pressions. Limite de température, encore, tel qu'il est publié par la compagnie Parker, mais tous les autres manufacturiers, je suis sûr, dans leur catalogue ou sur leur site web, vont vous donner vos gammes de température qu'on peut choisir. Et là, on a un joli petit graphique avec différentes couleurs et on voit bien sûr, excusez le graphique, il est un peu vieux, donc dans le temps qu'on travaillait encore beaucoup avec les degrés en Fahrenheit, mais tout le monde sur son téléphone intelligent maintenant peut convertir ça rapidement, n'est-ce pas? Alors on voit quand même qu'il y a des matériaux qui vont assez haut en température, et le même qui va très haut, c'est celui qui va le moins bien au froid. Alors, il faut toujours penser à nos écarts de température. Okay. Ça, c'est chose importante aussi dans les facteurs qui influencent la température. Le fini de surface. Le fini de surface, c'est le micro-fini sur vos pièces qui vont glisser les unes sur les autres. Donc, si votre fini, il est rude,
bien, on va augmenter la friction, et en augmentant la friction, on augmente quoi? La température. Hein? Conception et positionnement des paliers de guidage. On peut réduire la friction et donc la température, dépendant comment on place nos unités qui étanchent. Profil et dimension des joints. Plus un joint est gros, plus il dégage la friction, plus il va avoir de chaleur, ainsi que le coefficient de friction. Lubrification. Il y a toutes sortes de fluides disponibles. Il y a des fluides qui sont très gras de leur matière, qui lubrifient très bien, donc qui nous aident à réduire la température opérationnelle. On remarque souvent que les huiles qui coulent très bien à très basse température, pour avoir cette lubricité même à froid, on va perdre certaines choses à très haute température. Et nos vitesses linéaires, plus j'ai des équipements qui travaillent vite, que ce soit en rotatif ou en linéaire, mais on parle beaucoup d'hydraulique, donc en linéaire, plus ma vitesse est haute, plus ma température va avoir tendance à augmenter parce que ma friction augmente de façon équivalente. Fluide. On avait parlé des fluides. On avait dit que l'hydraulique, le pneumatique, on appelle ça l'énergie fluide. Mais souvent, on travaille dans un médium quelconque. Donc, on va travailler dans l'eau, on va travailler dans l'huile, on va travailler dans des produits que tout ce qu'on connaît, c'est la marque puis le modèle. On veut savoir qu'est-ce qui va fonctionner dans nos joints. Et la plupart des manufacturiers, encore, vont nous présenter des chartes de compatibilité des fluides. Encore, celle-là, elle est prise d'un catalogue Parker pour pouvoir faire la promotion, parce qu'on a trouvé que c'est un bel exemple. Tous les petits carrés que vous voyez qui ont du jaune dedans, ça veut dire que c'est acceptable avec le composé que vous allez choisir. Donc, exemple, le premier, c'est un exemple, on travaille dans l'air ou dans les gaz secs. Quand on dit dans le gaz sec, par opposition à de la vapeur qui est un gaz mouillé, mais les gaz secs, on voit que pas de problème, hein, tout fonctionne là-dedans. Là, on tombe dans les acides faibles en bas de 50% de concentration. Ah, ben de tout ce qui fonctionnait avant, j'en ai plus rien que 3 qui sont acceptables. Donc, c'est important de se servir de ces chartes. Je peux vous dire également que vous pouvez appeler votre distributeur, vous appeler votre fournisseur et lui donner l'exemple concret et lui peut en faire la recherche. Mais c'est important de bien choisir son matériel par rapport au fluide, surtout quand des fois on n'est pas des chimistes, on n'est pas des techniciens de laboratoire. Des fois, tout ce qu'on a, c'est une marque puis un modèle. Et souvent, les manufacturiers, s'ils veulent mettre leurs produits en vente commercialement, il faut qu'ils fassent des tests, il faut qu'ils soient capables de faire des recommandations à leurs clients aussi au niveau compatibilité des fluides. Alors, l'information, contrairement à ce qu'on avait il y a 20, 30, 40 ans, est beaucoup plus facile à avoir quand on a des questionnements par rapport à j'utilise tel fluide, est-ce que ton joint est bon pour aller là-dedans? Alors, c'est important. Application dynamique. Il y a deux grands termes qu'on se sert dans notre industrie au niveau du mouvement. On parle d'un mouvement statique ou d'un mouvement dynamique. Tout ce qu'on a vu, température, pression, fluide, c'est autant statique que dynamique. C'est quoi un joint statique? C'est un joint qu'une fois qu'il est installé dans son logement et que l'unité est assemblée, il n'y a plus rien qui bouge. Un joint dynamique, c'est un joint sur lequel il va avoir une friction relative. Donc, un mouvement linéaire, il va avoir pendant que l'équipement se déplace. Si l'équipement qui se déplace se trouve à frotter sur un joint en se déplaçant, c'est une application dynamique. Si j'ai un arbre qui tourne et qu'en tournant, il frotte sur une bague d'étanchéité, c'est du dynamique. Alors, le dynamisme nous apporte des problèmes que le statique ne nous apporte pas, puis on va essayer de regarder ça ensemble. L'autre chose, on parle joint statique, joint dynamique. Il y a deux autres grandes familles ou deux grandes distinctions de familles. C'est ce qu'on appelle des joints à lèvres puis des joints à compression. Exemple,
Un joint à lèvres, c'est un joint qui est, on peut faire l'analogie avec un parachute. Un parachute fonctionne quand il y a une pression d'air en dessous du parachute qui le garde ouvert. Le parachute rendu au sol, quand il n'y a plus de pression en dessous, ben, il tombe. Il ne se tient pas. Alors, j'ai des joints d'étanchéité qui ont besoin de la pression du système pour être activés. On appelle ça des joints à lèvres. Mais on a des joints qui s'appellent des joints à compression, que eux, une fois qu'ils sont montés dans le logement, l'assemblage des pièces compresse le joint et qu'il y ait de la pression ou pas de pression, il est en interférence sur ces interfaces. Exemple, je vais vous donner, on parlait de ces tresses mécaniques ici. Ces tresses mécaniques, pour fonctionner, il faut qu'il y ait un écrasement qui soit mis sur la pièce pour qu'il fonctionne. C'est un joint à compression. On parlait des joints toriques, communément appelés des O-rings. Eux, quand ils sont installés dans une rainure et assemblés, on met une déflexion sur le joint à l'assemblage. Donc, à pression zéro, il est déjà activé. Ou, pour revenir sur nos biscuits de Noël, sur nos sablés, ce qu'on appelle communément des joints plats, des joints taillés, ou pour faciliter des gaskets. Ça encore, il y a des trous de boulonnage souvent, parce que s'il y a du serrage externe qui est donné, ce sont tous des joints à compression. Alors, on va essayer de faire une petite différence entre c'est quoi le joint à lèvres et c'est quoi le joint à compression dans une application dynamique ou même statique. On va regarder ça ensemble. Il y a des problèmes inhérents aux joints dynamiques, donc les joints sur lesquels j'ai un mouvement relatif. On va regarder ça ensemble. Et l'autre chose, on va encore un petit peu plus loin dans le dynamique. On veut voir où le joint touche exactement à sa surface dynamique. Il y a des joints qui ont des surfaces plates, il y a des joints qui ont des surfaces pointues, il y a des joints qui ont des surfaces biseautées. On a toutes sortes de points de contact et ça a une incidence. Je vais tout de suite un peu vous voiler le punch, un peu comme vos pneus d'auto. Souvent, les pneus d'auto, que ce soit d'hiver ou d'été, ou dépendant quelle sorte d'utilisation vous en faites, vous allez voir que les pneus ont des dessins, ont des nervures différentes sur la surface de contact. On a la même chose dans les joints d'étanchéité. Autre critère de sélection, puis c'est des choses qu'on pense peut-être pas de façon primordiale, mais que c'est bon de les tenir en considération aussi. Les résistances à l'ozone. Où est-ce qu'on retrouve de l'ozone dans l'étanchéité industrielle? Donc, on parle de notre résistance à l'ozone, comme on a possiblement dit tantôt. L'ozone, on la retrouve en industrie, souvent proche de gros moteurs électriques ou proche de gros appareillages électriques. L'ozone est créé, l'ozone qui est une molécule instable de l'oxygène, qui est donc le O3 et non le O2. Le O3, l'ozone, souvent quand vous avez de l'arcage électrique, en nature on la voit, on voit l'ozone quand il y a des éclairs, quand on voit des orages électriques, comme on les dit, et quand il y a de la foudre dégage de l'ozone, parce que c'est de l'arcage qui modifie la molécule d'oxygène. Quand vous avez l'interface d'un rotor et d'un stator dans un moteur électrique, cet arcage-là qui se fait entre les deux crée de l'ozone. C'est quoi de l'ozone? C'est une molécule d'air qui attaque souvent des produits, certains caoutchoucs, certains uréthanes, etc. Alors, il faut être sûr que quand on achète des joints ou qu'on entrepose des joints ou qu'on utilise des joints, on va les tenir soit loin des sources d'ozone ou choisir tout simplement un matériel qui n'a aucun problème de résister à l'ozone s'il se trouve à être proche d'utilisation. Durée de vie en tablette, ça c'est important. Pas tous les matériaux ont la même durée de vie. Souvent dans certaines industries, surtout l'industrie lourde, l'industrie lourde a tendance, pour ne pas avoir des gros frais d'arrêt en cas de bris, vont toujours se garder les pièces de rechange sur la tablette. Mais
si la compagnie a acheté des pièces il y a 10 ans, elle les a mis en haut de la tablette pour que ça prenne trop de place tout de suite. Ils sont en dessous des néons, ils sont près d'un moteur électrique, c'est plein de poussière. Et 10 ans plus tard, est-ce que mon joint sera encore bon? Bien, la durée de vie en tablette, c'est important de savoir c'est quoi, parce que la clé, souvent, c'est de choisir un matériel qui a une durée de vie parce que ces données-là sont disponibles. Et la clé, surtout sur les durées de vie en tablette, c'est l'emballage. Un bon emballage loin de la lumière, loin de la poussière, une boîte en carton puis un sac en plastique. En général, ça dure bien, mais c'est important de savoir c'est quoi vos attentes sur la durée de vie tablette. On dit souvent durée de vie tablette, peut-être pas trop en acheter d'avance, mais on comprend aussi que des fois, on veut toujours un stock de sécurité. Et résistance à l'abrasion. L'abrasion, c'est quand vous avez une migration ou quand vous avez une pollution de produits non voulus dans vos fluides. Ça peut être du sable, ça peut être des finis de surface qui ne sont pas beaux. On a des matériaux qui sont beaucoup plus résistants à l'abrasion. Exemple, la famille des polyuréthanes, qui soit en joint d'étanchéité, où on a énormément de joints en polyuréthane, mais si vous allez le voir en peinture, vous allez le voir en roulette industrielle, le polyuréthane, c'est un matériel qui est prisé dans l'industrie pour sa grande résistance à l'abrasion. Mais il y a d'autres défauts. C'est comme d'autres choses dans la vie, c'est pas juste des avantages. Mais si on a des problèmes d'abrasion, ben on peut choisir des matériaux qui sont plus résistants. Ou des fois, c'est dans la conception de vos équipements. Est-ce que votre équipement, est-ce que la filtration est déficiente? Est-ce que les finis de surface sont déficients? Qui vont avoir une conséquence sur l'abrasion. Prise de compression. Là, on tombe un petit peu dans... Vous savez, on a tous des dadas personnels, là, on a tous des choses qui nous tiennent à cœur. Ça fait au-dessus de 40 ans que je fais mon métier. J'ai toujours trouvé la prise de compression. Bien sûr, on a mis DRC parce qu'on aime des termes ronflants. En bon français, la DRC, c'est la déformation rémanente, qui est une autre façon de dire permanente. Déformation rémanente après compression. J'utilise toujours l'exemple de votre divan préféré à la maison, votre fauteuil préféré à la maison. Si c'est toujours la même personne qui s'assoit là pendant 20 ans, il risque que vous ayez l'empreinte de ses fesses dans le coussin. Pourquoi c'est son empreinte? C'est parce qu'à force s'asseoir là, il y a une fatigue du matériel, le coussin est une fatigue. Bon, alors on voit capable de donner la forme de la personne qui s'est assise dedans. Je ne rentrerai pas dans les détails. Les caoutchoucs, c'est pareil. Les caoutchoucs, ils ont une durée de vie, une fatigue. Pas tous les caoutchoucs fatiguent à la même vitesse. Et pourtant, dans l'industrie, personne se casse la tête à savoir c'est quoi la spécification de la déformation rémanente. Et pourtant, c'est ça qui va vous faire un joint qui fonctionne et un joint qui ne fonctionne pas. Alors ça, c'est une spécification très importante et on a toutes les données pour vous dire quel matériel va avoir une meilleure résistance sous compression à long terme. C'est ça qui va permettre que vos équipements durent plus longtemps. La friction. La friction, on en a parlé tantôt sur l'accroissement de la température quand j'ai beaucoup de friction. Un des autres problèmes de la friction, c'est sûr que c'est l'usure. Un des autres problèmes de la friction, c'est le bruit. Souvent, il y a des équipements un peu comme des espadrilles sur un plancher de bois. Si vous allez voir une partie de basket, vous allez trouver que les espadrilles font beaucoup de bruit. Bien, ce bruit, c'est un peu ce cri des espadrilles sur le plancher, c'est tout simplement de la friction. C'est l'amplification de la vibration. Alors, la friction, des fois, la friction, c'est une bonne chose à avoir parce que ça agrippe sur les surfaces. Et des fois, c'est le contraire. On veut justement que ça glisse facilement. Alors, la friction, les critères c'est pas vous dire d'acheter juste des joints qui n'ont pas de friction. Vous allez peut-être avoir des joints que vous voulez justement que c'est le contraire, que les joints aient beaucoup de friction. C'est ça qu'on recherche. Durée de vie. Ça, c'est un autre. C'est quoi la durée de vie anticipée?
moi je peux vous dire, parce que c'est un marché dans lequel j'ai travaillé beaucoup, l'hydroélectricité, en général, quand on vend des joints, là, disons, si on n'est pas capable de garantir un minimum de 25 ans, c'est même pas pris en considération. J'ai déjà eu des clients que la durée de vie de leur équipement, c'est à peu près 12 minutes. Après ça, on jette puis on recommence. Fait que c'est pas tout le monde qui a le même critère de sélection. Puis c'est pour ça qu'au début, comme on a dit, après, je ne veux pas revenir température, pression fluide, là, mais application, c'est quoi l'attente du client? Durée de vie. Puis dans la durée de vie, je ne veux pas revenir sur mon dada personnel, là, mais prise de compression et la durée de vie, c'est deux critères qui vont ensemble. Si mon matériel ne s'affaisse pas avec le temps, il va avoir une bonne durée de vie. On va tomber dans les fluides, parce qu'on a dit que à un moment donné, les fluides, c'est une chose qu'on veut connaître. J'ai fait une liste non exhaustive de ce qu'on risque de trouver en hydraulique. On regardera ça ensemble. La base minérale, je dirais que le 90% de ce qu'on dessert comme marché en hydraulique, autant mobile qu'industriel, c'est des bases minérales, des bases à base de pétrole. Puis ça, c'est un petit peu... Quand on ne me spécifie pas dans l'hydraulique que c'est quelque chose de olé, on s'imagine que c'est les bases minérales à base de pétrole. Mais on se fait dire souvent, ah non, moi j'utilise une huile synthétique. Ouais, fluide synthétique. Là, soyons précis. Les seules huiles que je connaisse qui ne sont pas synthétiques, c'est ce que vous mettez dans votre friteuse ou dans votre bol de salade, qui sont des huiles parfaitement végétales. Sans ça, toutes les autres qui sont une base minérale à la rigueur. La base minérale, l'huile, elle vient de où? Ben, elle vient d'une raffinerie où il y a un craquage catalytique pour arriver à une huile. Donc, ils sont faites par synthèse. Donc, en général, tout ce qu'on retrouve, c'est tout du synthétique. Alors, je dis, soyons précis. Avez-vous une marque? Avez-vous un modèle? Avez-vous un type d'huile? Bon, tous les gens qui me disent fluide synthétique, ouais, ils sont pas mal tous synthétiques. Soyons juste précis. Quand on doit faire un choix, gênez-vous pas de demander à votre interlocuteur, quand vous discutez de ça, c'est quoi la marque, c'est quoi le modèle ou c'est quoi le type. Faites les recherches. Les fluides à haute teneur en eau. Il y a beaucoup de fluides à haute teneur en eau, là où, plus sur des équipements d'un certain âge, où les gens avaient peur des incendies, donc les fluides étaient à base d'eau. Et tout le monde dit ça, c'est le fun de l'eau. L'eau, c'est très compatible avec tout. Et on dirait au contraire, l'eau nous apporte beaucoup de problèmes moins bien connus. L'eau, surtout quand on l'augmente en température. Quand on augmente, disons, au-delà de 75 degrés C, l'eau commence à faire des choses un petit peu bizarres sur nos joints. Elles ont tendance à les assécher, à les durcir, à les fissurer. Alors, l'eau, c'est pas toujours facile en température. L'autre chose où l'eau est problématique, c'est que l'eau, c'est pas un bon lubrifiant. Au contraire, on va dire l'eau, c'est mouillé. Puis moi, je vous dirais non, l'eau, c'est sec. Ça dépend comment qu'on considère. Mais dans un vérin où j'ai des pièces qui glissent sans cesse l'une contre l'autre, l'eau, c'est pas un bon lubrifiant. Alors, les fluides à haute teneur en eau, on aime savoir pourquoi ils sont utilisés. Puis, on va peut-être faire un choix de joint qui va être soit auto-lubrifié ou un joint qui va bien résister à l'hydrolyse. L'hydrolyse, c'est ce que l'eau fait en température aux produits inhérents. Ça veut dire que c'est les dessèches, les fissures, les craques, etc. Alors, si on veut le savoir. On a des esters de phosphate qui étaient, je dis étaient parce qu'ils sont utilisés très peu aujourd'hui, à part dans les trains d'atterrissage d'aviation, et on le voit un petit peu encore industriellement. En industrie, on n'aime pas les esters de phosphate. Ils sont très bons à haute température, mais ils sont excessivement agressifs au niveau environnement. Et aujourd'hui, un des gros problèmes qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos fluides usagés. Les esters de phosphate, ça existe encore.
sans en perte de vitesse, et ils sont agressifs sur les joints aussi, alors on est limité dans ce qu'on peut offrir. Ils ont été souvent remplacés, les esters de phosphate, par les polyolesters. Les polyolesters, un peu la même famille, vous allez les retrouver dans des aciéries, des alumineries, des places là où il y a de la coulée de métaux. Ils font ce que les esters de phosphate faisaient. Peut-être un tout petit peu moins bien, là, au niveau limite extrême, mais ils sont, au niveau environnement, sont beaucoup plus amicales. Et des mélanges. Le pire des mélanges, c'est quand l'utilisateur ne sait pas c'est quoi le dernier fluide qu'il a rajouté dans son réservoir pour le mettre à niveau. Alors, il y a des mélanges industriels qui sont un petit peu bizarres, mais le gros des problèmes des mélanges que nous, on voit, c'est quand dans le réservoir hydraulique du client, il y a une soupe qui est faite avec toutes sortes de bouillons différents de ma tante puis mon grand-père, là. Puis à un moment donné, les joints ne durent pas parce que ça a toutes sortes d'effets secondaires, etc. C'est comme un cocktail de tous vos médicaments dans votre pharmacie à la maison. Des fois, c'est bon pas les mélanger, tu sais. Mais tout ça pour dire, on a tout un paquet de fluides différents. Puis moi, je reviens à ce que je trouve qui est très important. On ne peut pas tout savoir dans la vie. On ne peut pas être spécialiste en fluide, on ne peut pas être spécialiste en métallurgie, on ne peut pas être spécialiste seulement en joint d'étanchéité. Tout le monde essaie d'avoir une base, un petit peu tout ça. Mais si vous n'êtes pas certain de ce que vous faites, vous appelez, vous dire j'utilise tel fluide, quel matériel de joint va être compatible, et certain que votre distributeur local vous fera la recherche et on essaiera de trouver la façon optimale. Bon! On va continuer sur notre théorie de base. J'espère que tout le monde suit bien jusqu'à présent. Un joint d'étanchéité, on le veut résilient. Qu'est-ce que c'est la résilience? La résilience, c'est la capacité d'un matériel de prendre la forme ou d'épouser la forme des surfaces qu'on essaie d'étancher. Si je prends un matériel très très dur, je pourrais faire des joints comme ça, en nylon très très dur. Mais pour que mon joint il soit bon, il faut que ce matériel-là soit plus mou que les surfaces que j'essaie d'étancher. Mais s'il est presque aussi dur que mes surfaces, il ne fera pas un bon joint. Moi, j'ai besoin de la résilience. Ça veut dire que le matériel va se conformer aux surfaces que j'essaie d'étancher. Donc, la conformité, c'est si j'ai un fini de surface qui n'est pas très beau, si j'ai deux, trois petites marques, ici et là, je veux que le joint soit capable d'épouser les formes et bien faire son travail. Alors, un joint résilient, c'est un joint qui se conforme. Okay? Comme un peu une personnalité résiliente. Vous avez une personnalité résiliente, vous êtes capable de prendre le bon et le mauvais, vous serez probablement un bon employé de compagnie parce que ça ne va pas toujours bien dans une compagnie. Hein? Des fois, on n'est pas patient, des fois, on n'est pas content, des fois, les situations économiques. Ben, quand on est résilient en personne, on se conforme au bon et au mauvais moment, ben, le joint, c'est la même chose. C'est ça qu'on lui demande. Ouais. Théorie de base, la différence entre un joint statique et un joint dynamique, on l'a vu tantôt. Donc, ils voient tous, encore je reviens là-dessus, ils voient tous la même température, la même pression, les mêmes fluides, pas nécessairement les mêmes applications, okay? Sauf que le joint statique, lui, voit aucun mouvement relatif. Donc, une fois qu'il est installé, il n'y a plus rien qui bouge. Le joint dynamique, il y a un frottement constant, qui soit linéaire, rotatif ou à la rigueur d'oscillation sur le joint.